Montre et mystère, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'horlogerie pour les femmes. Il faut le savoir, les premières montres pour hommes sont apparues au XVe siècle, au début des années 1400. Il a fallu attendre 400 ans de plus avant de découvrir la première montre pour femmes. C'était en 1810, une montre bracelet pour une reine. Arrivent ensuite les montres savonnettes ornées d'émail pour être assorties aux robes. Et puis du 19e siècle jusqu'à nos jours, les couvercles puis les cadrans des montres pour dames se parent ensuite de gravures et de pierres précieuses. Et là aussi, il n'y a pas de limite, on va en parler dans un instant. Je suis Guillaume Lariche et justement pour nous éclairer sur tout ça, sur l'horlogerie pour les femmes, je suis avec Alexandre Bouchard, notre vendeur de montres de luxe, vendeur d'élite en la matière. Bonjour Alexandre, alors la première montre, 1810, une montre bracelet pour une reine, qui était-ce ? C'est Caroline Bonaparte, la sœur de Napoléon Bonaparte, qui était reine de Naples. Donc à l'époque, quand les frères et sœurs se répartissaient l'empire de Napoléon, elle avait eu le droit donc d'avoir Naples. Et un jour, en fait, elle s'est vue offert par la maison Breguet. Alors je dis offert sur commande, bien sûr, une montre bracelet qui est visible sur un tableau. Et depuis, Breguet adore dire que la première montre bracelet est cette montre que l'on voit sur le tableau. Alors c'est vrai et faux, dans le sens que c'est vrai dans la façon de porter. Breguet va avoir la première montre dans ce nouvelle façon de porter au poignet, avec une montre bijou, on va avoir donc pierres, perles, comme ça se faisait dans le goût au début du 19e siècle. En revanche, sur la façon de le porter, pour les femmes, en fait, il existait des mécanismes horlogers qu'on pouvait avoir dans des bagues, on pouvait les porter aussi en tant que collier, pareil, les hommes avaient ça. En fait, il y avait un côté un peu unisexe, et puis il y avait ce qu'on appelle aussi les montres de bras. Donc on portait les montres un peu n'importe comment. C'est un peu plus tard, donc vraiment au 19e siècle, que la montre était dans la poche, mais on peut la voir apparaître de temps à autre, sur des bras, mais sur les femmes, ça va être plutôt dans une logique de bijoux. Ça coûtait cher, une montre à l'époque pour une reine ? Ah bah oui, parce que quand on est reine, on veut le meilleur, donc on va aller voir les grands horlogers. Ça avait un coût, alors te dire la différence en combien ça valait en francs or d'époque, il faut imaginer que ça valait son pesant d'or, c'est-à-dire c'était une belle pièce, il fallait attendre la construction de la pièce. Imagine, il y avait des métiers, sertir, je voulais mettre des rubis, des saphirs, etc. Il n'y avait pas une industrie aussi disponible qu'aujourd'hui, donc il fallait prendre un peu de temps avec des artisans. Elle existe toujours, cette première montre bracelet ? Alors, je ne saurais te dire si elle existe toujours. Peut-être, potentiellement, elle doit être dans les collections de la maison Breguet. En revanche, cette montre-là, on la connaît très bien. Elle a été rééditée par Breguet, et c'est un modèle en fait signature de la maison Breguet. Et après, en termes de prix, on peut partir, je te dirais, alors il y a des formats, on va dire, simples, sans trop de diamants ou d'autres choses. Allez, entre 10 000, 15 000, voire même plus. On est quand même chez Breguet. Alors, les montres pour femmes ont suivi un petit peu les modes aussi. Je vais mettre, comme tu le disais, orner ces différents matériaux de pierres précieuses. Et là, il n'y a pas de limite. On va jusqu'à des rubis, on va avec des émeraudes. Tout est possible. Là encore, est-ce qu'il y a des limites ou pas, justement ? La limite, c'est le client. Donc, le poids aussi, peut-être ? Alors, aussi le poids. Oui et non. En fait, si tu veux, il n'y a pas de limite. Pour en parler, c'est plus tu veux, plus tu auras. Il faut savoir qu'en fait, on a eu donc différentes façons de faire des montres de luxe. Donc avec des émaux, on va avoir ce qu'on appelle des flinquages, c'est-à-dire on fait de la gravure, on met ensuite de la couleur et on cuit le tout. Donc ça fait des très beaux motifs. C'est des spécialisations. On va avoir des pierres précieuses. Généralement, c'était rubis, saphir pendant un temps. Après, on va avoir le diamant, puisque l'industrie du diamant s'est suffisamment développée pour après pouvoir répondre à la demande et puis aussi en termes de qualité réduire le calibre de la tête des diamants, donc pour faire des définitions plus raffinées. Par exemple, tu vas avoir une maison comme Bulgari qui elle te fait des montres absolument exceptionnelles avec de la grosse pierrerie dans un style purement italien. Pour justement pouvoir placer toutes ces différentes pierres, ce travail très minutieux, on commence par créer la montre et après on orne avec ces différents métaux, ces différentes pierres précieuses, ou on commence en premier à créer la structure et après se rajoute le mécanisme. Il y a deux mondes là qui se confrontent, haute joaillerie et haute horlogerie. Et en fait, la haute joaillerie, normalement, on démarre à partir de la pierre et on construit le bijou autour.
parce que c'est des pierres avant tout qu'il faut avoir pour ensuite fabriquer le bijou, même si le bijou on peut le dessiner. En horlogerie, on part du calibre, c'est avant tout un mécanisme, donc c'est ça qui est le cœur de la montre, et après on va faire les différents ornements, les différentes décorations, voilà, on va construire après les pierreries autour du mécanisme. On a attendu 400 ans, première montre pour homme autour du 15e siècle, et il fallut attendre 1810 pour avoir la première montre pour femme. À ton avis, pourquoi 4 siècles de misogynie comme ça ? C'est avant tout l'usage. En fait, les femmes... Elles n'avaient pas besoin de lire l'heure. Oui, déjà d'une part, parce qu'en fait on estimait que c'était pas pour elles. Non, pour rigoler, c'est-à-dire que là-dessus, elles avaient des montres, hein, c'est-à-dire qu'elles les portaient plutôt en collier ou dans des poches qui étaient dans leur robe, mais elles les affichaient moins. En fait, c'était plus caché, plus rentré. Et pour les hommes, c'était vraiment aussi un objet de pouvoir. On montrait, voilà, il y avait la chaîne qui pendait dans la poche. Et en fait, aussi l'industrie, entre guillemets, les manufactures se sont développées au fur et à mesure. Il y a eu une nouvelle façon de produire et une nouvelle façon de porter. Donc, si tu veux, il n'y a pas vraiment de misogynie proprement parler. C'est avant tout, la montre est un objet de luxe. Donc, c'est avant tout un bien social. Alors, la montre est un objet de luxe, comme tu le dis, un bijou pour les hommes. Est-ce que ça a le même sens pour les femmes ? C'est un bijou également, comme peut l'être une bague ou un bracelet ou, par exemple, je ne sais pas, un solitaire, par exemple. Est-ce que le côté bijou masculin se reproduit également chez la femme, avoir un bijou de montre autour du poignet? Sans partir dans des stéréotypes ou des généralisations, parce que voilà, tout le monde est différent en fonction de l'usage, de ta culture familiale, de comment tu consommes les choses. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les femmes ont beaucoup plus d'objets pour être décorées, voilà, ornées en tout cas, voilà, avec beaucoup plus d'accessoires. Généralement, tu vas avoir le trio bague, collier, boucle d'oreille, voilà, on peut rajouter le bracelet. Les hommes avant avaient un peu plus de bijoux, hein, au doigt en tout cas. Avec le temps, ça a disparu. Donc c'est le dernier bijou qui est resté, on va dire, qui peut intégrer beaucoup de valeur, c'est la montre. Donc en fait, pour les hommes, la montre définit, on va dire, l'expression sociale qu'ils ont envie de dire. Pour les femmes, ça peut être, voilà, ils ont des colliers qui leur sont offerts, voilà, pour différents âges, 25 ans, mariage, etc. Bague de fiançailles aussi, hein, avec le diamant. Donc on va dire qu'elles ont un peu plus de choses à exprimer. Donc la montre n'est pas forcément le premier truc. Après, c'est un accessoire de mode, mais aussi un accessoire qu'elles ont envie de porter. Y a-t-il des marques qui se sont spécialisées dans les montres de femmes ? Alors tout à fait. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'au début du XXe siècle, il y a vraiment un revirement où on commence à penser la montre de femme, c'est-à-dire que on fait un modèle en plus petit, un peu plus mini. Donc tu vas avoir notamment chez Jaeger-LeCoultre ou Cartier des formats petits, en tout cas pour s'adapter. Après, il faut savoir pendant un temps on pensait des petites montres. Aujourd'hui, vers la fin du XXe siècle, en 1987, Chanel va complètement éclater la porte de la haute horlogerie, parce que c'est une maison de couture, et va intégrer en fait la montre première de chez Chanel, qui est une montre développée pour les femmes, par les femmes presque, pour te dire. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit Chanel qui a l'esprit de femme indépendant fort, voilà, avec tout le chic parisien et tout l'esprit Coco Chanel. Mais c'est une montre qui est voulue pour femmes. Elle n'est pas portable par les hommes, hein, proprement parler. C'est-à-dire que tous les codes sont faits exclusivement pour la femme. Et quelles sont les marques phares, justement, si demain je veux offrir à une amie, à mon épouse, à ma compagne, une montre pour femme, je vais chez quel horloger ? Alors, là-dedans, bien sûr, c'est du budget. Alors, si tu veux une montre, on va dire, accessible, avec des codes chics, je conseille vraiment la Tank de Cartier. Voilà, ballon bleu, dans ces modèles-là. Combien ? On est sur 2300, 2400, 2500 dans ces eaux-là à peu près. Voilà, premier prix, c'est très bien, il y a tout dedans. Et puis voilà, l'univers de la marque est absolument génial. Donc dedans, on va pouvoir se faire plaisir. Après, tu vas avoir d'autres marques. Par exemple, je pense à Jaeger-LeCoultre avec la Reverso. Voilà, style années 30, très très chic. Avec voilà, on peut faire une gravure au dos, tu vois, qui peut se retrouver, qui est discrète. Donc voilà, pour les amoureux qui ont envie d'exprimer leurs sentiments, c'est possible. Et encore, après, tu peux aller sur d'autres marques. Alors là, ça, comme je te disais, hein, c'est question de budget. Tu peux aller chez Blancpain, si tu cherches vraiment la petite montre très simple, voilà, très discrète, voilà, pas du tout m'as-tu vu, au contraire, derrière, avec une très belle histoire. Ou encore, et là, si tu cherches absolument l'excellence, je conseille Patek Philippe, t'as la 24 qui est absolument géniale, ou encore d'autres modèles, voilà, très 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 sophistiqués, voilà, c'est vraiment intéressant en tout cas.
Alexandre, une dernière chose à ajouter pour nous parler justement de l'horlogerie de luxe pour les femmes? Oui, c'est que les femmes sont bien présentes sur le marché. La proportion, en fait, au niveau statistique, a fait que évoluer. La part du marché, en fait, c'est vraiment inversé. Désormais, les femmes sont une clientèle très importante. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les hommes aiment offrir à leurs femmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut les intégrer dedans. Elles aiment aussi s'offrir des montres pour elles-mêmes. Voilà. Donc, derrière, avec la libération des femmes au niveau du travail, leur accès au travail, la libération, en tout cas, voilà, divorce, comme il y a eu, voilà, la société a changé au XXe siècle. Les femmes du XXIe siècle aussi s'affichent avec des montres. Elles aiment réussir, elles aiment se faire plaisir. Et en plus d'être coquettes, elles sont très exigeantes. Montres et mystères, c'est fini pour aujourd'hui. Prochaine fois, prochain thème sur les montres portées par les rois et les reines. Un roi du Swaziland en Afrique du Sud qui a une Jacob & Co entièrement sertie de rubis. La monarchie aussi saoudienne qui porte désormais des montres d'un nouvel indépendant qui démarre à 30 000 euros. Et ça peut monter bien plus haut. Ou enfin Elisabeth II d'Angleterre et sa Patek Philippe. On vous en parle dans notre prochain podcast Montres et mystères avec Alexandre Bouchard. C'était Guillaume Lariche. Très belle journée et à très vite avec Montres et mystères.